Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. 8e des infos TCBH. Vous êtes curieux de savoir ce que l'équipe vous a préparé cette semaine? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Pour vous, cette semaine, j'ai été à Rimouski rencontrer la responsable du Carrousel international du film de Rimouski. J'ai rencontré le président de Synapse Game. Je vous présente les entrevues que j'ai pu réaliser à la suite du débat municipal de la semaine dernière. Je vous présente les images que Ghislain a pu recueillir dans le parc de l'église de Trois-Pistoles pour la manifestation de l'ATACA. Et finalement, à la fin octobre, j'ai rencontré Gabriela Vizcarra, qui est agente de développement en immigration à la MRC des Basques, pour nous parler d'immigration et d'intégration. On commence tout de suite avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Catherine Boily du Carrousel international du film de Rimouski pour me parler du volet éducation de cette année. Je me trouve au 133 rue Julien Réel à Rimouski. Pourquoi si loin de Trois-Pistoles? Pourquoi si loin de nos studios? Eh bien parce que dans ce bâtiment se trouve le Carrousel international du film. Et j'ai été rencontrer Catherine Boily, qui est coordonnatrice à l'éducation, pour qu'elle nous parle du volet scolaire de cette année du Carrousel. Oui, mais en fait, le volet scolaire cette année est en formule hybride parce qu'on l'a fait l'année passée en virtuel. Avec la situation qui va de mieux en mieux là, dans les salles de cinéma, on a dit que pour les jeunes de Rimouski pourront venir en salle en fait dans la semaine du 27 mars au 1er avril. On va accueillir là, les gens de la région de Rimouski dans nos salles de cinéma. Puis sinon, du 7 au 25 mars, on a ouvert l'offre scolaire à tout le monde, donc toutes les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, pour donner la chance là, aux jeunes de visionner notre offre de court-métrage dans leur classe. Pas besoin de se déplacer, donc ils vont recevoir un lien de visionnement pour visionner en classe. Vous vous demandez peut-être en quoi les élèves sont impliqués dans le processus. Eh bien, Catherine Boily nous répond à ce sujet. En fait, quand on envoie notre programme de court-métrage, ça vient avec une médiation qui est par un animateur du Carrousel. Donc, ils sont vraiment encadrés dans des discussions en lien avec les films qu'ils ont vus. Parce qu'avec le volet scolaire, on choisit des films qui ont des thématiques pour les jeunes, mais aussi qui ont des thématiques éducatives, qui peuvent faire réfléchir les jeunes des classes. Donc, c'est vraiment des belles discussions qu'on a en formant avec eux. Là. Donc, tout le monde peut parler, ajouter qu'est-ce qu'ils en ont pensé, faire une petite analyse du film. Puis, pour encadrer les enseignants, on offre aussi des cahiers d'activités pédagogiques à faire avant le visionnement et après, donc tout dépendant de l'âge des jeunes. Là. Ils peuvent faire des coloriages en lien avec le film, des retours aussi, un petit peu plus de recherche sur le pays originaire du film, apprendre les nouvelles langues. Donc, il y a toujours un contenu pédagogique pour encadrer l'enseignant puis les jeunes après l'écoute des courts-métrages. Pour notre bassin de courts-métrages, on est en plein recrutement, on est en visionnement en ce moment, donc les films ne sont pas encore sélectionnés.
Il y a l'appel à films là, qui se termine mi-novembre. Donc, les gens de partout dans le monde peuvent envoyer leur court-métrage, long-métrage, documentaire, animation. Puis nous, là, le comité de sélection va tout regarder les films, voir comment on pourrait sélectionner ça dans différents programmes, selon différents âges. Mais c'est surtout important de mentionner que nous, on prend le soin en fait d'adapter les films pour l'âge des étudiants qui sont dans les classes. Donc, on fait différents programmes, puis on essaie de leur donner des thématiques aussi. Donc, on est encore en train là, de sélectionner les films. On a vraiment des beaux courts-métrages de toutes sortes là, qui nous sont proposés à chaque année. On a approché la commission scolaire des Forts, qui nous connaissent aussi parce qu'on est plus dans la région de Rimouski. Tranquillement, là, on essaie de sortir un peu, de faire connaître le carrousel international du film dans les régions de l'Est du Québec surtout. On a approché Monts-et-Marais aussi, de Rivière-du-Loup-Kamouraska, de la Gaspésie aussi beaucoup, école secondaire, école primaire. Puis la commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine aussi pour donner une offre culturelle en fait aux écoles de la région. Puis des fois, c'est plus simple de ne pas avoir à se déplacer en région, on sait, c'est assez éloigné là, le bassin des commissions scolaires. Donc, de cette façon-là, les profs peuvent avoir une offre culturelle dans leur propre classe, puis d'avoir aussi des courts-métrages de qualité avec une offre vraiment cinématographique qui sort de ce que les jeunes vont voir là, sur les plateformes qu'on connaît à la maison. Fait que c'est ça qui fait la petite différence. Là. Ouais. Ben, en fait, ça fait 39 ans qu'on célèbre notre 39e édition cette année. Fait que le carrousel est vraiment... c'est une histoire, une page d'histoire en fait à Rimouski. Puis on s'est dit que justement notre expérience fait notre renommée à Rimouski, mais c'est le temps là, un peu de montrer à tout le Québec qu'est-ce qu'on fait surtout à l'éducation. On avait beaucoup dans le temps, là, moi je suis arrivée à l'éducation en poste l'année passée, puis j'ai fait beaucoup de lectures sur qu'est-ce qui s'est fait dans les années précédentes, puis c'était vraiment beaucoup d'éducateurs qui sont penchés sur qu'est-ce qui devrait être exploité là, avec l'éducation par l'image. Donc on a comme une expertise d'éducation par l'image qui paraît avec les années. Donc c'est pour ça qu'on reste, le volet scolaire est quand même très très important là, pour le carrousel, dans l'identité même en fait du carrousel. Ouais. 39 ans du carrousel international du film de Rimouski. Pouvez-vous y croire? Eh bien, j'ai demandé à Mme Boilly d'où est-ce que ça a parti, ça, le carrousel. Donc, le carrousel a commencé en 1983 avec André Melançon, réalisateur de La Guerre des Tucs, qui est venu faire une projection là, à Rimouski. Puis là, le carrousel est né là, de cet événement-là, en fait, de cinéma jeunesse en région. Puis c'est depuis 1983 qu'on est le carrousel. C'est un festival de films jeunesse. Qui est pour un public jeunesse aussi. Donc, on fait autant, on a un volet scolaire, on a un volet professionnel qui encourage les professionnels du milieu du cinéma à créer des films qui sont orientés vers la jeunesse. Puis, on est prioritairement, en fait, un festival de films qui accueille des films qui sont à thématique jeunesse, donc de partout dans le monde, puis qui offre qui propose en fait une offre cinématographique qui est différente de ce qu'on voit normalement, donc des films internationaux, des films qui nous apprennent sur différentes thématiques, puis qui fait un regard sur la jeunesse, puis qui peut nous permettre d'apprendre en fait en écoutant. Donc l'éducation par l'image qui est une des missions premières du carrousel. Le carrousel, c'est un festival de films et un volet éducation, mais c'est également une autre offre de service. Oui, on a le volet professionnel. On a justement une activité de maillage et une formation avec la scénariste Catherine Léger qui va se déplacer là, à Rimouski pour tous les professionnels du milieu du cinéma, mais aussi ceux qui sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est là, une scénariste surtout orientée pour la jeunesse. Pour notre offre annuelle, en fait, vous pouvez toujours consulter notre site web. On a des activités là, des fois qui apparaissent pour faire la promotion de création aussi, pour que les jeunes créent un film d'animation ou un film à la maison. On a plein de petites activités qui s'en viennent là, au courant de l'année. Cet été, par exemple, on avait le projet des Enfants du Paradis avec Parallœil. Donc, on a accueilli une équipe de professionnels du milieu du cinéma qui était jumelée avec 7 jeunes qui voulaient apprendre à faire un film. Puis ensemble, là, le temps d'une fin de semaine, ils ont créé un court-métrage qui a été projeté en grande première le soir même en extérieur. Donc, c'est vraiment des projets comme ça qui encouragent la jeunesse, puis le cinéma en région, l'éducation par l'image, qui sont mises dans les activités du carrousel. Puis on a un nouveau programme en fait qui s'appelle Cours d'école qu'on a lancé l'année dernière puis on renouvelle cette année en fait. Donc on va bientôt lancer un appel à films dans tous les cégeps du Québec pour que les cégepiens envoient leurs films de fin d'études ou d'études au carrousel. Comme ça, nous, on va pouvoir encourager la relève de demain puis projeter les films qui sont faits dans les cégeps, dans les programmes de cinéma ou d'animation. Bien, c'est sûr que nous, notre festival est en mars, donc la première année là, de la pandémie, quand ça a éclaté en 2020.
On a dû se réajuster très, très rapidement. Là, on a donné une offre de court-métrage en ligne avec plein écran pour la première année. La deuxième année, on a fait une édition en ligne complètement, donc avec Quoi vivre Rimouski. Les gens pouvaient aller consulter nos programmes de court-métrage sur la plateforme. Donc, on a vraiment essayé de se réadapter pour que ce soit toujours intéressant pour les familles, pour les jeunes, puis qu'il y ait aussi le côté éducatif, puis d'apprendre en écoutant les films, puis de susciter des réflexions aussi avec les familles. Là. Une fois qu'ils ont terminé d'écouter le film, ben nous, on veut l'espèce de moment là, que tu parles du film, qu'est-ce que tu as aimé, pourquoi ça te fait rire ce moment-là. Donc, on a essayé d'aller chercher ça avec le côté en ligne, puis de rejoindre aussi un plus grand bassin, d'aller chercher l'attention des jeunes un petit peu plus loin que Rimouski et le Bas-Saint-Laurent. Vous voulez rejoindre le Carrousel international du film de Rimouski? Eh bien, voici les coordonnées. Sur notre site web, c'est vraiment ça, les réseaux sociaux, notre page Facebook, on la met à jour continuellement pour partager les activités qui sont dans la région aussi, puis annoncer nos activités du Carrousel. Tout ce qui est inscription à nos ateliers, ça va être sur notre page Facebook aussi. Donc, carrousel.qc.ca et le Facebook du Carrousel, c'est pas mal les deux les plus importants. Ouais. Pour le volet scolaire, un petit rappel des dates, Mme Boily? Oui, donc du 7 au 25 mars, ça se passe en ligne, donc accessible à toutes les écoles. Et puis du 27 mars au 1er avril, c'est en salle à Rimouski. Donc, pour rejoindre le Carrousel international du film de Rimouski, c'est carrousel.qc.ca ou tout simplement sur Facebook. On poursuit l'émission avec l'entrevue que j'ai pu avoir avec Carl Brière, qui est président de Synapse Games, pour nous parler des jeux que l'entreprise offre cette année pour les fêtes. La période de l'année où on achète nos cadeaux pour le temps des fêtes approche à grands pas et pour certains, bien, c'est commencé. Et pour vous donner un peu des idées, bien, je rencontre Carl Brière, qui est président de Synapse Games. Bonjour, Carl. Salut, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, merci, merci. J'aimerais ça d'abord que pour nos auditeurs, tu m'expliques c'est quoi Synapse Games? Synapse Games, c'est une compagnie d'édition de jeux de société québécoise qui a été fondée en 2018. Donc, je suis le fondateur de Synapse Games et on fait principalement des jeux familiaux accessibles à tout le monde qu'on va retrouver dans un petit peu toutes les boutiques spécialisées, les librairies. Là. Donc, on veut vraiment des jeux très, très accessibles pour que les gens puissent s'amuser avec à peu près n'importe qui, parce que c'est ce qu'on fait nous à la maison. OK. C'est quel type de jeux? C'est des jeux des jeux du style Monopoly, des jeux de société, des jeux de table, des jeux... C'est des jeux de table, donc on est vraiment dans des jeux spécialisés. Des fois, on a des jeux de dextérité, des jeux de lettres, des jeux un petit peu plus stratégiques, là, mais il y a toujours énormément de qualité dans le matériel. Fait que on aime ça que ça soit extrêmement beau, que ça soit le fun à manipuler aussi, parce que le but, justement, c'est de créer du plaisir. Fait que c'est pas juste du plaisir en jouant, mais on veut du plaisir avec les yeux, du plaisir avec les mains. On veut créer beaucoup d'interactions. Donc, c'est vraiment notre ligne directrice d'édition. OK. Puis vous avez parti ça à partir de quoi? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez décidé de partir cette compagnie-là? Ben moi, ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années que je suis dans le milieu du jeu de société. Et j'ai adoré ça. Quand j'ai commencé là-dedans, j'ai vraiment... découvert un univers que je ne connaissais pas et j'ai adoré, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et ça faisait plusieurs années que je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais ça me partir moi-même de faire mes propres projets et aller de l'avant. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, il y a comme eu un moment que je me suis dit, ben c'est maintenant que ça se passe ou sinon, ça se peut que je le regrette si je ne l'essaye pas. Donc, je me suis lancé. Mon entourage m'a appuyé et tout ça. Et le premier jeu de la maison d'édition, ça a été même ma propre création. Donc, je suis l'auteur du premier jeu. Et c'est avec ça que, dans le fond, que ça a commencé. Donc, ça fait une dizaine d'années que j'avais l'idée en tête de comment structurer, quel genre de jeu je voulais faire, quelle expérience je voulais recréer. Donc, ça fait environ 4 ans là, que l'aventure a commencé pour vrai là, pour Synapse Games. OK. Et ce premier jeu-là, il est-tu encore disponible? Ça s'appelle comment? Ce premier jeu-là, il est encore disponible. Ça s'appelle Incubation.
Fait que, dans le fond, c'est un jeu que j'ai testé énormément avec mes enfants. On est dans un univers fantastique, on a des dragons. Donc, on veut faire éclore des œufs de dragon pour avoir des petits dragonneaux. Ça va nous prendre là, de la chaleur puis de l'eau pour les faire éclore puis ramasser des trésors. Donc, on est vraiment dans le jeu familial. On intègre plein de petites mécaniques de stratégie, mais qui se jouent super bien en famille. Donc, c'est vraiment... Ce jeu-là, c'est ce que j'ai testé le plus avec mes enfants. Ils revenaient de l'école, c'était pratiquement tous les soirs. Ça, c'était un bon signe. Et vous avez fait combien de... Vous avez édité, dans le fond, combien de jeux jusqu'à maintenant? Présentement, sur le marché, on a 4 jeux. Il y en a d'autres qui vont sortir cette année. Il faut savoir qu'on n'édite pas beaucoup de jeux par année parce que c'est quand même beaucoup de travail. Pour donner une idée, on est déjà en train de travailler sur des jeux qui vont sortir en 2023. Fait que c'est beaucoup de temps d'avance, mais justement pour la période des fêtes, on va avoir 5 jeux qui vont être en magasin là, disponibles là, pour la liste d'achat de Noël. Là. Pouvez-vous me parler des jeux là, qui sont offerts cette année? Oui, donc tantôt j'ai montré Incubation. Ensuite, on a Crazy Tower, qui est un jeu de dextérité avec des gros blocs de bois. Donc, on construit une tour, mais en même temps, on va essayer de la saboter pour que ça tombe pendant le tour des autres. On va voler des blocs et tout ça. Donc, ça reste un jeu très familial. Ça prend une dizaine de minutes et on sent la tension qui monte très, très rapidement parce que on veut pousser notre chance à essayer de prendre des risques, mais en même temps, on va être un petit peu conservateur pour pas que ça tombe pendant notre tour. Ensuite de ça, on a Quator, lui, qui est notre jeu de stratégie. Donc, on est dans un univers aztèque. On va avoir des gros blocs de plastique pour construire des fameux serpents aztèques. Quator veut dire serpent en aztèque. Donc, on va essayer de recréer des patterns avec nos blocs de couleurs. Donc là, on est dans un jeu un petit peu plus stratégique. Il avait d'ailleurs gagné le prototype de l'année il y a 2 ans. Ensuite de ça, on arrive dans un jeu familial qui s'appelle Match 5 ou Match 5. Dans le fond, on va avoir 2 combinaisons d'idées. Exemple, ça peut être film avec temps, et avec ça, il va falloir trouver une idée avec ça. Ça pourrait être Retour vers le futur, par exemple. Donc, on a 3 minutes pour trouver 10 combinaisons comme ça, et on va les comparer avec les autres personnes autour de la table. Donc là, on est dans un jeu là, de 10 ans jusqu'à... On peut jouer avec les grands-parents, c'est très, très versatile. Et le dernier jeu qui va sortir cette année, on le reconnaît bien avec l'Empire de César. Donc, on est dans l'univers d'Astérix et Obélix. Avec l'Empire de César, il va falloir ouvrir toutes les routes de Rome parce que toutes les routes mènent à Rome, mais le système routier n'a pas été fait encore. Donc, à notre tour, on va avoir nos légions romaines qu'on va déployer graduellement sur le plateau pour aller conquérir des villes. Donc, on est dans un jeu très familial dans l'univers d'Astérix. Fait que tous les nostalgiques de ciné-cadeaux vont être servis dans ce jeu-là. Votre équipe s'inspire de quelle manière pour créer ces jeux-là? C'est beaucoup avec nos entourages. Pour nous, c'est important qu'on aime jouer à ces jeux-là. Ça va être quel type de jeu qu'on joue aussi dans notre entourage. Donc, souvent, on veut des jeux pas trop longs. Parce qu'il existe des jeux de 2 heures. Nous, on aime ça qu'il y ait un rythme assez facile, assez rapide. Et, on veut des règles assez rapides aussi, mais on a une petite stratégie en même temps derrière, que ça ne soit pas juste basé sur la chance. Donc, on a vraiment des jeux interactifs. Il faut regarder beaucoup aussi pendant qu'on fait nos tests, c'est quoi la réaction des gens. Il faut que ça soit fluide, il faut qu'il y ait toujours un sourire dans le visage, il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste neutre. On n'aime pas ça, la neutralité. Notre but, c'est de créer du plaisir, justement. On dit un peu qu'on travaille pour le Père Noël, dans le sens qu'on contribue à mettre des choses en dessous de l'arbre, fait qu'on teste des choses pour le Père Noël. Fait qu'il faut que ça fasse plaisir, il faut créer de l'émotion. C'est vraiment ça notre but. OK. Et pour le développement d'un jeu comme ça, je suis curieux, est-ce que vous avez, pour fabriquer par exemple vos plateaux puis les tables, mettons les blocs par exemple, tout ça, est-ce que vous faites affaire avec des contractuels, des entreprises, ou vous avez carrément des imprimantes 3D puis c'est vous qui faites tout chez vous? C'est un mélange. En fait, ça dépend du jeu, vraiment beaucoup. Tantôt, je parlais de Quator, le jeu de serpent.
Ça, j'étais chanceux. Les auteurs, eux, avaient accès à une imprimante 3D. Donc, eux, ils ont vraiment construit des trucs en 3D pour qu'ils s'imbriquent et tout ça. Et ça a fait partie de la base du jeu. Par contre, pour Crazy Tower, les gros blocs de bois, il a vraiment fallu fabriquer, découper les blocs de bois, voir c'était quoi les bonnes formes, le bon poids. Donc ça, il y a toute une autre approche qui est faite. Quand c'est des match 5, ben, au début, je collais des autocollants sur des dés pour tester différents mots. Il y a beaucoup de bricolage, il y a beaucoup d'essais et erreurs, il y a beaucoup de « Ah oui, c'est une bonne idée », puis quand on l'essaye, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc, ça dépend tellement du jeu. Chaque jeu est unique, dans le fond. Pour vos enfants, vous dites que vous avez appris à jouer, à développer un peu ces jeux-là avec eux, à quelque part. D'avoir un père qui est dans les jeux comme ça, en permanence, dans son travail, ça leur fait quoi, ça? Bien, c'est sûr qu'ils trouvent ça quand même le fun. Et même quand ils ont des amis qui viennent à la maison, on a beaucoup de jeux ici. On n'a pas... Nous, nos bibliothèques de Kallax, c'est pas tant des livres, c'est des jeux de société. On en a énormément. Fait que il y a toujours le côté waouh! Il y a quand même le petit côté papa cool. Pour eux, ça fait partie de quand on reçoit des jeux, quand on reçoit des gens à souper, il y a toujours des jeux qui se passent autour de la table, puis il y a tellement de sortes de jeux différents que, dépendamment, dans le temps d'Halloween, ça peut être des choses d'enquête, puis des fois, ça va être des jeux de mots, puis des fois, ça va être plus du Donjons et Dragons, des fois, ça va être... Il y a vraiment un paquet de trucs, puis c'est une belle façon de connecter avec les enfants aussi, parce qu'on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à partager, on apprend à communiquer. Donc, pour moi, ça fait partie de l'éducation. Puis il y a beaucoup de professeurs maintenant qui sortent des jeux de société justement pour ça. Apprendre en jouant, il y a beaucoup moins de barrières parce que quand on a du plaisir, on assimile beaucoup mieux. Fait que j'utilise un petit peu cette méthode-là avec mes garçons. OK. Et j'imagine que pour en venir à créer des jeux comme ça, il faut en avoir testé beaucoup dans sa vie. Il faut avoir joué beaucoup à des jeux de société. Pouvez-vous m'en parler un peu? Depuis combien de temps que vous jouez à des jeux de société? Moi, j'étais enfant et je jouais aux classiques, là, les Risques, Monopoly et tout ça. Et je jouais beaucoup seul pour m'inventer des jeux aussi. Je prenais du matériel puis je me faisais les propres règles. Et pendant l'adolescence, j'ai délaissé ça un peu. À l'âge adulte, je revenais avec ça, mais ça doit faire au moins 20 ans que je joue à des jeux. Pas tout le temps nécessairement chaque semaine, mais j'ai des phases là où je joue plus. Mais c'est sûr que pour être inspiré, pour comprendre différentes mécaniques, différentes thématiques, les modes aussi, faut jouer beaucoup, faut s'informer beaucoup. Il y a des sites de référence aussi de tout ça. Donc, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeu est bon. Parce qu'un jeu qui a été fait il y a 20 ans, peut-être qu'il a mal vieilli, un peu comme si on regarde un film de notre enfance puis qu'on fait comme « Ouais, ça n'a pas super bien vieilli, mon souvenir était meilleur », ben, ça arrive dans les jeux de société aussi. Fait que ça a un impact sur un paquet de choses, la façon qu'on écrit les règles, la rapidité des règles et tout ça. Donc, c'est vraiment à force de jouer qu'on va développer cette expertise-là pour mieux comprendre qu'est-ce que le joueur recherche, qu'est-ce qui crée le plaisir présentement. Fait que ça peut avoir l'air simple de faire un jeu, mais il y a beaucoup de travail en amont, là. Il y a beaucoup de recherche puis de savoir comment rendre ça ludique puis comment rendre ça justement que les gens ça va bien vieillir. Là. C'est vraiment un gros travail. Là. Exactement. Okay. C'est ça. Tout est continuellement en évolution. Même au niveau des composantes de jeu, c'est très différent présentement d'il y a 20-25 ans. Donc, ça évolue constamment. Des fois, on fait « Ah, crème, c'est le fun, ce matériel-là, parce que ça donne un côté textile vraiment très, très agréable. » Tantôt, je parlais du jeu Quattle, les serpents aztèques. On a des sacs en tissu, mais on est allé rechercher un tissu plus mexicain pour respecter la culture mexicaine et tout ça. Donc, on est vraiment... faut vraiment aller chercher dans les petits détails pour essayer de respecter le plus possible ou de respecter la thématique. Ça contribue à l'expérience de jeu, en fait. Les gens peuvent retrouver vos jeux à quel endroit?
Dans beaucoup de boutiques de jeux spécialisés au Québec, les Renaud-Bré, les Archambault, sur beaucoup de sites en ligne aussi. Donc, on est présent dans plus de 150 boutiques au Québec. Donc, c'est relativement facile à les retrouver. Puis après ça, dépendamment des régions, si vous connaissez vos boutiques spécialisées, que ce soit des imaginaires ou peu importe dans le coin de Québec ou à Montréal, même en région, il y en a beaucoup aussi. Avez-vous une boutique en ligne? On n'a pas de boutique en ligne parce que notre but, c'est vraiment d'être une maison d'édition. C'est pas nécessairement de faire la vente. On laisse ce travail-là aux boutiques, là, dans le fond, qu'on vient supporter pour pouvoir faire ça. OK. Est-ce que Synapse a approché ou a été approché, par exemple, par Randolph, qui est un bar de jeux ludiques? Est-ce que ça a été approché ou c'est un concurrent? Non, c'est pas un concurrent. En fait, comme je disais, il y a vraiment plusieurs sortes de jeux très, très différents. Randolph, oui, c'est un bar de jeux, mais c'est aussi un éditeur, un distributeur, donc on connaît des jeux. Ils sont vraiment plus dans le jeu party. Donc, on est vraiment dans une autre gamme. Par contre, c'est déjà arrivé que j'ai fait des lancements de jeux dans un Randolph parce que ça va très, très bien avec les gens qui se retrouvent là. Donc, ça dépend vraiment du type de jeu. En fait, le Randolph, je leur parle à pratiquement toutes les semaines. Donc, c'est quand même une petite industrie qui a beaucoup d'entraide, beaucoup de communication, que c'est pratiquement une communauté, là. OK. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le temps des fêtes? Un peu de repos, beaucoup de plaisir, qu'on puisse se réunir pour jouer, pour manger, pour prendre un verre. En fait, c'est ce que je souhaite pas mal à tout le monde, là, c'est de prendre le temps de pouvoir se réunir à nouveau. Puis si les gens ils veulent essayer un jeu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adeptes de jeu, vous pouvez aller sur notre site web, Match5, il est disponible. On a mis des parties gratuites que les gens peuvent essayer s'ils veulent. Et on l'avait fait pour le confinement, donc c'est possible même de le faire présentement en visioconférence. Fait que vous faites juste partager l'écran, vous êtes capable de jouer. Fait que ceux qui veulent le tester, c'est gratuit. Donc amusez-vous dans le fond. Bon bien, Carl Brière de Synapse Games, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci. Et joyeux temps des fêtes à tout le monde. Merci. Pour ceux et celles qui ont suivi le débat municipal de Trois-Pistoles en direct sur notre chaîne YouTube, les images que je vais vous présenter ne vous seront pas étrangères. En effet, à la fin de la soirée, j'ai pu rencontrer Luc Gagnon de la Chambre de commerce Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges, Philippe Guibert, le candidat à la mairie de Trois-Pistoles, et Guillaume Lemay, qui était animateur, modérateur de la soirée, pour que tous les trois nous fassent un petit résumé de cette soirée. Donc, pour commencer, le déroulement de la soirée va se faire dans une certaine séquence. On va d'abord débuter par présenter les candidats indépendants qui se présentent. Donc, cette année, on a 2 candidats indépendants qui se présentent à l'élection municipale, dont le premier est M. Maurice Vanet, conseiller sortant au conseil municipal qui se présente dans le quartier Nord sur le siège 1. Monsieur Gagnon, on sort de la soirée de débat municipal organisé par la Chambre de commerce Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges. Qu'est-ce qu'on en retire? Je suis très content. On en retire que la population est quand même impliquée. On était une quarantaine de personnes. Ils ont pu poser leurs questions. Donc, l'exercice démocratique a eu lieu. Puis moi, je suis très content. Puis on avait une quarantaine sur le Facebook Live aussi. Donc, la population s'intéresse à la politique. Une bonne conclusion, hein. On a vu cette semaine qu'il y a eu plusieurs de temps houleux par rapport justement à cette soirée-ci. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, je vous dirais que ça a été un peu difficile, là, mais on respecte la décision de l'autre partie de savoir désister. Il n'était pas prêt avec cette option-là. Il ne voulait pas les questions du public et tout ça. Donc, on respecte sa décision, mais nous, on a tenu à exercer le droit démocratique de la population de Trois-Pistoles. C'est pour ça qu'on était présent ce soir. En terminant, est-ce qu'on invite les gens à aller chercher de l'information supplémentaire dans le cadre de l'élection par anticipation et même de l'élection le jour même? Oui, exactement. Moi, j'invite tous les gens parce que ce soir, on a juste vu une équipe, mais je vous invite vraiment à aller voir l'information sur l'autre équipe. C'est Équipe Trois-Pistoles 2021 sur Facebook. Puis avoir un bon choix, puis être au courant de toute l'information. Je vous invite vraiment d'aller voir les informations aussi parce qu'on aurait aimé ça qu'il y ait un débat ce soir, un échange entre les deux parties, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
Mais c'est ça. Moi, je vous invite à aller voter en grand nombre puis à vous informer avant d'aller voter. Merci beaucoup. Bien, je suis très content du débat. C'est sûr que bon, c'est dommage que M. Lausier et son équipe aient décidé de ne pas être là. Mais je pense que c'est un exercice quand même pertinent. On a eu des très bonnes questions du public. Je suis très satisfait dans l'ensemble de la soirée, malgré tout le contexte de ce débat-là. Qu'est-ce que vous avez pensé des questions qui ont été proposées par la Chambre de commerce? C'est des questions très pertinentes, très ouvertes, que ça m'a permis de répondre. On a pu élaborer sur notre plateforme là-dessus. Ça nous a permis vraiment de faire connaître notre plateforme, nos idées, notre équipe à toute la population, à tout le monde qui nous écoutait. Pouvez-vous me parler un peu de votre équipe, justement? Oui, bien notre équipe, c'est des gens qui viennent de milieux très diversifiés, d'âges très différents. On couvre un grand spectre d'âge, un grand spectre d'activités économiques, culturelles, communautaires. Donc, je pense qu'on représente assez bien en équipe toute la population de Trois-Pistoles. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour le vote par anticipation et le vote à venir? Bien, j'espère que notre plateforme, puis tous les thèmes qu'on a abordés, ça a permis d'avoir la confiance des gens, puis que j'invite les gens aussi à aller voter le 31 octobre par anticipation, le 7 novembre, pour le scrutin régulier. Donc, voilà, j'invite les gens à aller voter. C'est un exercice démocratique nécessaire, je pense. Puis la voix de chacun compte. On est au municipal. C'est une administration qui est proche de la population. C'est un conseil municipal qui est proche de la population. Donc, chaque vote compte. Puis c'est important que tout le monde aille voter le 31 octobre ou le 7 novembre. En terminant, vous disiez lors de la soirée que la population a eu un gros débat, pas un gros débat, mais un gros combat, je devrais dire, plutôt là, de société, le traversier, et que maintenant, ce sera le milieu de vie. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Bien, en fait, maintenant, on doit construire notre milieu de vie. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Puis c'est avec la population qu'on veut le faire. Depuis le début, on martèle que c'est avec la population qu'on veut travailler, qu'on prône la participation citoyenne. C'est ça qu'on veut encourager. Donc, on veut rassembler les gens puis travailler à améliorer notre milieu de vie. Merci beaucoup. Merci. En fait, le rôle de modération, c'était un rôle essentiellement d'animation de la soirée, donc présenter le déroulement de la soirée, puis ensuite gérer le trafic dans les questions en cours de route. On a fini par adopter une formule un petit peu différente, donc permettre aux gens du public de poser des questions dans le cours du débat afin de pouvoir questionner le candidat qui était présent sur chacun des enjeux dont il souhaitait discuter. Donc, c'est un petit peu ça ma posture et mon rôle ce soir. Est-ce qu'on a senti une bonne écoute de la part du public là, aux réglementations et au mode opératoire de la soirée? Bien, je pense qu'il y a toujours... C'est un exercice réussi. Je pense dans l'ensemble, c'est ce qu'on peut retenir de la soirée. Bien évidemment, les questions du public, les gens n'ont pas nécessairement la même culture d'assemblée que moi, j'ai pas la même culture d'assemblée que les personnes. C'est une réunion dans laquelle, essentiellement, les personnes, je pense, ont été très, très, très respectueuses. Les gens ont été très polis dans leur approche. Les gens se sont systématiquement rendus au micro. Donc, moi, je saluerais la participation des gens. Moi, c'est ça. Je suis très, très, très content de voir que les gens ont bien suivi les règles et puis les gens ont aussi collaboré là, entièrement à l'application des mesures sanitaires durant la soirée. Je connais votre impartialité en tant que modérateur, mais qu'avez-vous pensé des réponses de M. Guibert? Bien, moi, je crois que M. Guibert s'est bien débrouillé pour un exercice dans lequel il n'était certainement pas habitué. C'est une première fois pour M. Guibert un exercice comme celui dans lequel on vient de passer ce soir ensemble. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des bons contacts, il y a eu une belle écoute avec les questions du public. Donc, moi, je crois que dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Bien évidemment, la politique, c'est quelque chose qui s'apprend en le pratiquant. Et puis, on verra comment M. Guibert va se débrouiller pour la suite des choses dans sa campagne électorale et ou dans d'autres milieux. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je profite de la tribune ce soir pour remercier le maire sortant, M. Jean-Pierre Rioux, qui cumule 40 ans de vie politique, dont 20 ans à titre de maire. Donc, une bonne main d'applaudissements pour M. Rioux.
tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher. Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Les filles, je vous adore. Hein? Vous êtes vraiment là, toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, là, présentement, c'est le développement résidentiel. Ben oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. Les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Bonjour, je vois que vous hésitez entre le clos, il en reste pas gros sur la tablette, c'est bon signe, et le domaine. J'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Les deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ.
Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide, où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi les espaces verts, le recyclage, le terrain de pétanque, le nettoyage des rues, les taxes municipales de parc à chiens, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Récemment, les groupes communautaires du Bas-Saint-Laurent manifestaient leur désaccord par rapport aux mesures prises par le gouvernement envers les organismes communautaires. Ghislain s'est rendu dans le parc de l'église de Trois-Pistoles tout récemment pour entendre les revendications des organismes communautaires de la MRC Les Basques. Ce grand rassemblement dans la MRC des Basques, le rassemblement de la TACA, la Table d'action communautaire autonome des Basques. Alors, je pense que les 9 groupes d'action communautaire des Basques sont représentés aujourd'hui. Et je viens d'apprendre que c'est une des seules actions au Bas-Saint-Laurent. Donc, il va y avoir beaucoup de campagnes médiatiques, mais au niveau du terrain, les actions ce matin, on est une des seules avec Amkoui également. Alors, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de voir autant de monde ici. Des vire-vents, wow, bravo! On a la gang avec leur bâton de hockey, alors on a voulu faire quelque chose de symbolique, quelque chose qui va attirer l'attention des gens, attirer l'attention sur quelque chose d'important, le financement à la mission des groupes communautaires. Il faut dire que cette mobilisation d'aujourd'hui s'inscrit dans les années et les années de mobilisation du mouvement communautaire. Il y a la campagne Engagez-vous pour le communautaire qui existe depuis plusieurs années, qui demande un réinvestissement de 460 millions. C'est le montant que les groupes ont besoin seulement pour faire leur mission de façon convenable. Alors, ce matin, on est là avec une thématique où on va mettre la CAQ au banc des punitions. Alors, on va y aller sans plus tarder, ça va être plaisant. 2 minutes de punition pour la coalition Avenir Québec, pour rudesse envers le milieu communautaire du Québec. 2 minutes de punition pour la coalition Avenir Québec, pour obstruction envers les populations qui sont fragilisées et qui souffrent du sous-financement des groupes communautaires. Pourquoi c'est important pour vous de manifester aujourd'hui pour la CAQ? Bien, parce qu'il y a un manque à gagner quand même assez important au niveau des groupes communautaires. C'est un 470 millions qu'il faut réinvestir pour que les groupes communautaires puissent accomplir leur mission de façon adéquate. Donc, partout au Québec, les gens se mobilisent aujourd'hui à l'aube du prochain budget provincial au mois de mars pour dire on veut un réinvestissement important au niveau des groupes communautaires, pas seulement des miettes comme il a été annoncé au dernier budget. C'est symbolique aussi parce qu'on le fait, mais dans plein de petits locaux différents pour une courte période de temps pour limiter l'impact. Oui, on ferme les organismes aujourd'hui pendant 8 minutes à relais, donc partout au Bas-Saint-Laurent. Et donc, à la fin de journée, on aura fermé pendant une journée, mais on n'aura pas mis en péril les services de notre organisme aujourd'hui. Réinvestissement, mais est-ce qu'on peut chiffrer? Parce que c'est beau de parler de ça, mais qu'est-ce qu'on aurait besoin pour que ça fonctionne bien au Bas-Saint-Laurent? Bien, en fait, le 470 millions, c'est à travers le Québec, et c'est vraiment basé sur une étude, une consultation auprès de tous les groupes du Québec qui a donné un chiffre vraiment réel de 470 millions.
Et au Bas-Saint-Laurent, exemple, c'est pour engager des personnes ressources suffisantes. Présentement, on n'a pas les personnes ressources suffisantes. C'est pour payer tous les frais fixes qui augmentent à chaque année, alors que l'indexation n'augmente pas au même niveau que les frais de fonctionnement. Combien d'organismes communautaires pour le Bas-Saint-Laurent? Bien, je peux parler aujourd'hui, il y a 70 groupes au Bas-Saint-Laurent qui se mobilisent, qui vont faire des campagnes sur donc 70 au Bas-Saint-Laurent, 9 groupes dans les Basques. Et là, ce que je comprends, c'est qu'après ça, c'est qu'on relance la balle aux élus, aux députés, fait que ces élus-là vont devoir aller porter le message à Québec. Exactement. Les revendications vont être apportées aujourd'hui aux élus du Bas-Saint-Laurent qui vont devoir porter notre message plus haut, là, parce que c'est important. On est le tissu social là, au niveau de la société et c'est important d'investir. Avez-vous le sentiment qu'ils vont vous appuyer? Est-ce que vous avez une écoute attentive de ce que vous savez? Bien, on a été très déçus du dernier budget. En pleine pandémie, alors que les groupes communautaires étaient au front, on a eu des miettes. Alors, on espère avoir beaucoup plus au prochain budget en mars. Et il y a plus de 70 groupes qui participent à l'action d'aujourd'hui à travers le Bas-Saint-Laurent. Je le répète, bravo aux gens des Basques. On a pris le terrain. On est ici dans le parc de l'Église. Une des seules actions là, en présence au Bas-Saint-Laurent. Alors, bravo à tout le monde! À la fin du mois d'octobre, j'ai pu rencontrer Gabriela Vizcarra, qui est agente en développement en immigration à la MRC des Basques, pour nous parler de 2 activités bien précises. Tout d'abord, une exposition qui avait lieu dans le parc de l'église de Trois-Pistoles. Pour certains, j'imagine que vous l'avez vu. Au moment où j'enregistre l'émission, cette exposition est terminée, mais elle va revenir au mois de mai. Gabriela va nous en parler un peu plus. Et finalement, il y avait aussi des activités offertes pour la semaine de l'intégration interculturelle. J'aimerais ça, Gabriela, que tu me parles de l'exposition de photos qu'il y a dans le parc de l'église. Oui, mais on a fait cette exposition avec un photographe qui habite à Montréal. Elle est aussi issue de l'immigration, c'est une personne qui vient de Roumanie. Puis on l'a fait aussi avec la graphiste qui c'est Bobby Valey, qui habite ici dans les Basques. Donc le concept, c'est vraiment visibiliser les personnes issues de l'immigration. On a pris le concept femmes, enfants, parce qu'on sait que c'est un sujet vraiment sensible. Donc on s'est dit, on aimerait comme visibiliser 5 femmes de l'MRC des Basques, avec ses enfants, des jeunes enfants aussi, donc c'est des bébés plutôt. Donc c'était pas mal ça. Et un outil aussi qui peut se déplacer et qu'il y a une longue durabilité, que ça peut durer dans le temps aussi. Donc le concept, ça commence à Trois-Pistoles. Après, ça se peut que c'est Saint-Mathieu, Saint-François, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Rita. Ça va dépendre dans quel mois, parce que l'hiver, on va pas faire l'exposition pendant l'hiver parce que la neige va couvrir toutes les photos. Donc, à partir de l'année prochaine, en mai, j'imagine, on va recommencer l'exposition, mais dans les petites municipalités. Okay. Elle s'intitule comment, cette exposition-là? Se titule « Histoire de transmission et d'autres croisements ». Et le message derrière cette exposition-là, de la part de la MRC, c'est quoi? De part de la MRC, c'est vraiment comme partager l'histoire de chaque femme, comme sa expérience comme maman. Et ça, c'est le lien aussi que c'est toutes les mamans on est la même si c'est une autre culture, on va être maman. Donc il y a un lien qui nous attache à être maman, à être femme. Donc, je pense, les MRC, vous qu'on partagez cette vision des liens, on a plus de choses en commun que des choses de différence entre nous. Finalement, on a cette activité que c'est l'exposition photo, que ça va être jusqu'à 4 novembre ici à Trois-Pistoles, puis après ça revient l'année prochaine. Puis on a une autre activité que c'est la projection d'un film à La Forge. C'est un film qui s'était fait par la boîte interculturelle avec Nathalie. Le fond de ce film, c'est partager l'interculturalité à travers de la musique. Comment est-ce que la musique, ça peut nous faire vibrer et nous faire partager entre nous. Donc c'est ça le fond de ce film. On va voir la réalisatrice, et on va voir une personne qui va faire la médiation culturelle après le film. Donc ça va être une belle activité, même en famille. Ça, c'est une activité plus locale. Et une autre activité qu'on a faite plus régionale, c'est le panel des histoires d'immigration, qu'on a fait avec toutes les personnes
tous les agents d'immigration del Barcelona. Donc, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Matani, Rimouski, les Basques, Matam. Donc, on fait une activité avec panel de discussion. On a une personne, l'historienne, l'animatrice qui est une personne, un anthropologue, et les panélistes participants de chaque MRC. Mais on a choisi seulement 4 panélistes. Donc ici, la personne qui va représenter les MRC des Basques, c'est Maurice Bani. Donc c'est une personne aussi issue de l'immigration. Ça fait longtemps qu'il est ici. Donc c'est une belle personne qui va représenter les MRC des Basques, qui son parcours d'immigration pendant les panels. Comme agente d'immigration à la MRC, à tes yeux, c'est quoi l'importance du partage interculturel comme ça, dans des petits milieux comme ça, éloignés comme la MRC des Basques? Pour moi, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas se cacher. C'est comme un petit milieu que... je pense que dans les festivals de contes, quelqu'un a vraiment verbalisé ça. On est vraiment dans les choses des autres. On partage tellement de choses parce qu'on se voit dans le travail, on se voit dans les activités, dans la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est très important que nos activités, nos actions soient comme toujours en lien avec l'interculturalité pour bien accueillir, intégrer les autres personnes aussi, pour que les autres personnes comme moi, personnes issues d'immigration, se sentent partie de la communauté aussi. Donc je pense que dans un petit milieu, c'est plus important de faire des actions, plus que dans la grande ville, parce que dans la grande ville, tu as des ghettos, tout est cache, c'est facile de trouver des activités, par exemple. Ici, je pense que ça devient, il y a plus d'importance de faire rayonner justement l'interculturalité et les activités aussi en lien avec l'interculturalisme. Des rencontres interculturelles comme ça, peut-être que certaines personnes vont penser que c'est pas pour eux, que c'est pas pour des Québécois de souche, que c'est pour les gens qui sont issus justement de l'immigration. Aurais-tu un message à dire à ces gens-là, dans le fond, que c'est pas seulement pour les gens? Je les invite à participer parce que justement, c'est quoi l'objectif de toutes les activités qu'on fait? C'est justement que les personnes qui viennent d'une autre culture, ou même des Québécois qui ne viennent pas du milieu, participent avec les personnes qui viennent des Basques. Et on voit que c'est mélange, qu'il y a des liens, qui partagent les temps, pas seulement... justement, à travers des activités comme ça, on peut faire des liens. Donc, c'est très important que les personnes des Basques s'intéressent pour les activités qu'ils ont fait parce que c'est ça le but, créer des liens à long terme. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si vous avez des idées de contenu à nous proposer, eh bien, c'est très simple, tcbh.tv. Encore une fois, abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse et bien entendu, abonnez-vous tout à fait gratuitement à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les émissions qui vous intéressent. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin.
Jen! Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode.